Bonjour et bienvenue à vous sur le plateau d'On se dit tout sur Médiane TV. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois pour un nouvel épisode et bien sûr de nouveaux sujets. Nous allons parler d'un sujet assez épineux, voire tabou, l'argent dans le couple. Eh bien, c'est problématique selon le vécu des spécialistes et selon leurs observations. On va en discuter avec elles dans un petit moment. Ensuite, je veux des cheveux. La calvitie, quels sont les traitements proposés? On en parle également avec un grand spécialiste de la question, le docteur Ali Bouchama. Il sera mon invité à la fin de l'émission. Restez avec nous pour les détails. L'argent dans le couple, c'est peut-être l'un des sujets les plus épineux dans la vie à deux. Eh bien, on en parle avec vous, mesdames. Justement, quand je prépare l'émission, on m'a dit, est-ce que tu invites un homme aussi pour l'émission? Eh bien, je dis non, il n'y a que des femmes, mais il n'y a pas eu de sexisme dans ça, en fait. Alors, on en parle avec vous, Fatem Zahra El-Fethi, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci d'être là. Vous êtes coach certifié en accompagnement des couples et des familles. Oui. Et Camélia Zakaria, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne, sexologue et spécialiste justement dans l'accompagnement des couples et des familles, entre autres. Merci beaucoup, mesdames, d'être là, d'avoir accepté de répondre aux questions d'On se dit tout pour ce sujet en particulier, l'argent dans le couple. Alors, quand on aime, on ne compte pas. Vrai ou faux? Fatem Zahra, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on ne compte pas, autrement dit, pour prouver son amour à l'autre, il faut dépenser, sans réfléchir, c'est bien ça. Je trouve que c'est bien beau tout ça, mais c'est irréaliste à mon sens, parce que justement, ce serait plus sage et plus sécurisant pour la famille de contrôler ses dépenses, de calculer, de compter justement, pour ne pas qu'elle sombre dans le manque, dans la souffrance, et que ça ait des répercussions négatives par la suite. Ça, c'est pour justement, la famille. c'est faux pour Voilà. le couple. Pour le couple. Pour le couple. Donc, quand on aime, il faut compter. Ce que vous voyez sur le terrain, c'est on compte même si on s'aime. Oui, absolument. Ça. Il faut compter. Il faut compter. Ça, c'est presque une recommandation. Camélia Zakaria, quand on aime, on compte pas. Vrai ou faux? Ça, c'est un adage. Mais est-ce que la réalité le prouve ou pas? Ouais, je dirais que l'adage est bien beau, mais c'est difficile là, de maintenir sur la durée. Maintenant, effectivement, dans les premiers mois ou les premières années d'une relation, les élans de générosité sont appréciés et appréciables. Maintenant, encore une fois, sur la durée, maintenir le même rythme et ne pas compter, je pense que c'est assez chaotique pour le couple et aussi problématique. Pour la famille également. Donc, justement, est-ce que c'est pas l'adage aussi qui vient fausser la relation à l'argent? Quelles sont les principales problématiques que vous rencontrez? Je vous pose la question à vous, Camélia, dans votre cabinet. C'est-à-dire, quand on vient vous voir, est-ce qu'on vient vous dire on s'entend pas à cause de l'argent ou l'argent sort lors de la discussion? Non, effectivement, comme vous l'avez dit, l'argent va sortir, va être comme masqué par un paravent. Il va y avoir un autre symptôme pour lesquels justement le couple vienne, soit parce qu'ils ne s'entendent pas sur l'éducation des enfants ou ils ont un projet de vie complètement différent. Mais très souvent, effectivement, la relation à l'argent va finir par faire son apparition lors de la thérapie et poser véritablement problème dans le couple. Il ne faut pas oublier que notre relation à l'argent est une conception individuelle et inconsciente. Mais elle va de pair avec notre conception qu'on peut avoir du couple. Donc ma relation à l'argent est intimement liée à la relation que je pourrais avoir une fois que je serai installée dans le couple. Donc c'est sujet véritablement de frustration, mais non seulement de frustration, il ne faut pas oublier que parler argent, c'est aussi tabou. Donc plusieurs cultures, c'est tabou, donc il ne faut pas en parler ou en parler très peu. C'est ce qui va nous amener justement à ce genre de problématique où il va y avoir chaos, disputes et conflits. Mais justement, qu'est-ce qui revient le plus souvent? Qu'est-ce qu'on vous dit? On n'en parle pas, on n'ose pas s'en parler. Pour moi, c'est l'homme qui doit tout prendre en charge et moi, il me demande de participer. Inversement, l'homme peut dire les temps sont durs aujourd'hui, femmes et hommes doivent céder, mais moi, je ne peux pas lui demander d'apporter son aide, c'est à elle de le comprendre. Qu'est-ce qu'on vous raconte dans l'intimité d'un cabinet? La relation, encore une fois, à l'argent est une relation extrêmement intime et individuelle et aussi tabou d'un point de vue culturel. Donc au lieu justement de pouvoir en parler librement, et ça c'est pas seulement dans notre culture, dans différentes cultures, la relation à l'argent est tabou. Donc souvent on va se retrouver avec des couples qui sont parsemés de non-dits.
parsemé de frustration. Elle comprend que justement, elle a 2 enfants ou 3 enfants, là, il doit absolument payer leur scolarité, je vais me reléguer en second plan. Mais en même temps, je ne suis pas moins femme et j'ai des besoins, etc. Des envies qui vont peut-être se transformer en besoins, carrément. Ou bien l'homme qui va estimer que il travaille toute la journée et qu'il ne comprend pas pourquoi sa femme lui demande toujours plus et encore alors qu'elle est à la maison. Le fait d'être à la maison ne fait pas d'elle, elle n'est pas moins contribuante, il ne faut pas l'oublier. C'est pas le fait de ne pas ramener l'argent qui va faire de vous quelqu'un de... Ça, c'est déjà un problème. C'est quand déjà la un femme problème. ne travaille pas. Et c'est particulier parce que la femme, elle va s'arrêter de travailler lorsqu'elle a des enfants. Donc exactement. lorsqu'on a plus de charges, c'est là où elle décide d'arrêter de travailler. Maintenant, effectivement, les rôles peuvent être départagés, redistribués. Et l'argent qui va être ramené à la maison, c'est l'argent du ménage. Mais ce qui est rapporté très souvent dans le cabinet, c'est la frustration, c'est l'incompréhension, il ne me dit pas, le manque de transparence par rapport à l'argent, et ça aussi, je pense qu'on en reviendra, mais surtout, le fait que j'ai une conception particulière. Il ne faut pas oublier que les gens oublient très souvent que l'autre est différent. J'ai une conception, il a une conception. Par contre, harmoniser notre vision, c'est quelque chose d'important qui peut nous aider justement à endiguer les problèmes du couple. Alors justement, Fatem Zahra, harmoniser notre conception. Vous accompagnez beaucoup les jeunes en projet de vie à deux, en projet de mariage, en tout début de leur vie de couple. Est-ce qu'ils abordent cette question de l'argent avec vous, en couple, ou bien ils l'abordent seuls, ou bien c'est plutôt vous qui les amenez vers cette prise de conscience? Alors, généralement, c'est la femme qui aborde ce sujet avec moi. Parce que justement, dans son couple, elle n'arrive pas à en parler. Et comme a dit Camélia, elle trouve que c'est chouma, c'est mal vu, c'est lié au profit et à l'intérêt. Donc, vu son éducation, on ne l'a pas éduquée comme ça, on lui a inculqué des valeurs où elle a développé un certain rapport à l'argent, donc qui lui interdit justement d'en parler ouvertement au mari, alors qu'il faut le faire. Il faut vraiment le faire dans la transparence, parler de voilà, je gagne tant, tu gagnes tant, comment on va pouvoir dépenser cet argent, qu'est-ce qui m'attend, comment va être ma contribution, comment je vais pouvoir participer pour éviter de tomber dans les conflits. Justement, comment éviter de tomber dans les conflits, c'est aussi, en quelque sorte, comment se construit notre relation à l'argent. Comment se construit notre relation à l'argent? Comment on se structure autour de ça? En fonction du modèle parental, c'est-à-dire que j'ai vu, l'importance que je donne à l'argent aujourd'hui est le fruit de comment j'ai vu mes parents faire. Du modèle parental, du schéma parental, ça d'une part. D'autre part, mon rapport à l'argent aussi dépend de cette pression que nous met la société et de cette compétition dans laquelle nous nous trouvons pour acquérir certaines choses, disons, matérielles, pour paraître comme tout le monde, normaux. Surtout qu'aujourd'hui, il ne faut pas nier que, petite bourse rime avec frustration, pardon. Et donc, des frustrations qui vont se transformer en tension et qui vont certainement pousser à l'endettement. L'endettement qui est le danger numéro 1 dans le couple. Et qui dit endettement, dit remboursement, qui soit ne peut pas être respecté, soit va être impossible, qui est le danger numéro 2 dans le couple. Donc, et dans dans la plupart des cas, faire porter le chapeau à l'autre, c'est-à-dire en lui disant, si aujourd'hui je risque la prison, si je me suis endettée, c'est pour toi, c'est pour te faire plaisir. C'est des choses que vous voyez, c'est des cas qui existent? Tout à fait. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est toujours en relation avec l'argent. Pourquoi tout ça? Parce que mon couple, moi et mon mari, on a décidé de vivre au-dessus de nos moyens. C'est-à-dire dans l'excès, sans pouvoir contrôler nos dépenses. Par rapport à cette construction vis-à-vis de l'argent, comment on se construit d'un point de vue psychologique? Je rejoins ce qu'a dit Fatem Zahra. Effectivement, notre rapport à l'argent se construit par rapport à ce qu'on a vu faire, à notre modèle parental, mais pas seulement, aussi par rapport aux difficultés qu'on a traversées dans la vie. Donc on va avoir un rapport assez particulier en prorata, en fonction de ce qu'on a vécu. Maintenant, effectivement, si on a eu des parents extrêmement économe, on peut se retrouver à faire l'inverse, à être dépensé. Ou bien si on a été avec des parents qui ont dépensé toute leur vie, ils ont mené la dolce vita et en fin de vie, ils se sont retrouvés sans rien, on peut aussi adopter un comportement inverse, à savoir être économe. Maintenant, encore une fois, c'est une conception qui est inconsciente et qui est individuelle. Et quand je me mets en couple, il faut savoir que
ben, l'autre, il existe. Et l'autre aussi, il vient avec sa propre conception, son propre vécu, sa propre relation à l'argent et aussi une vision particulière. C'est pour ça que je vous dis, on peut avoir des conceptions complètement différentes. Par contre, il y a nécessité d'harmoniser la vision. Où est-ce qu'on veut aller? Qu'est-ce qu'on veut faire? Quand on veut justement s'inscrire dans un projet de vie, et là Fatem Zahra elle a parlé d'endettement et de remboursement, lorsque la communication elle est installée dans le couple, et surtout autour de l'argent, lorsqu'une décision elle est prise, combien même elle est mauvaise, on l'assume à deux. Parce que justement, les problèmes d'argent vont venir fragiliser le couple, vont venir le fragiliser. Oui. Alors que si justement la décision a été prise à deux, on peut assumer les conséquences à deux également. Donc il y a nécessité de pouvoir parler dès la préparation au mariage, chose qui manque énormément parce que c'est tabou, parce qu'encore une fois, c'est un signe d'intérêt. C'est se montrer vénal, c'est se montrer justement profiteur, etc. Et par conséquent, il vaut mieux passer sous silence tout ce côté financier qui n'est pas des moindres. Donc, on va justement consacrer la dernière partie de l'émission à cela, comment se préparer, comment construire ce projet à deux de ce point de vue-là. Mais justement, par exemple, vous avez évoqué, Camélia, les femmes qui ne travaillent pas, qui travaillent à la maison, puisqu'elles prennent soin des enfants, elles sont en charge de la maison, et qui n'apportent pas, on va dire, de l'argent à la maison, qui en font économiser, mais qui n'en apportent pas. Bref, il y a ce cas-là. Il y a aussi le profil du couple qui travaille, enfin tous les deux travaillent, donc tous les deux gagnent de l'argent. Pour ces couples-là, c'est quoi le problème? Alors, il faut qu'on se le dise. Ramener de l'argent à la maison, pour plusieurs personnes, c'est ce qui va signifier avoir le pouvoir. Donc avoir le pouvoir sur le conjoint. Je ramène de l'argent, là j'ai un pouvoir sur toi. Quand on a les deux qui ramènent justement de l'argent, on est toujours face à... Pardon, Camélia, ce point est très important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on est encore dans cette dynamique, je ramène de l'argent, c'est un signe de pouvoir, même si on est un couple, on construit notre vie à deux, on a des enfants ensemble, il y a encore ce besoin de pouvoir par l'argent. Mais tout à fait, mais on le voit lorsqu'une femme justement qui ne travaille pas décide de quitter la maison, la première chose que son entourage lui dit, qui te prendra en charge? Qui prendra en charge tes enfants? Effectivement, très souvent on l'entend, et même les pensions elles sont misérables, il faut qu'on se le dise. Donc le rapport à l'argent c'est aussi un rapport de pouvoir, celui qui ramène le plus c'est celui qui a le pouvoir. Maintenant encore une fois, le fait que madame travaille lui octroie à elle aussi pouvoir, mais aussi de l'autonomie. Une autonomie parce que justement elle a un compte bancaire, elle peut s'acheter des choses et pouvoir profiter de son argent pleinement comme elle le souhaiterait. Donc souvent les couples justement qui travaillent tous les deux vont se poser des questions existentielles, même ceux où il n'y en a qu'un qui travaille. Qui paie quoi? Qui ramène quoi? Qui gère quoi? Donc, poser ces questions-là d'emblée, d'entrée de jeu, comme l'a dit Fatem Zahra, même dans la préparation du mariage, c'est quelque chose qui nous permet justement, encore une fois, d'endiguer, d'être prévoyant. Mais pour certains, vous avez raison en tant que spécialiste de le dire. Vous le dites parce que pour vous, voilà ce qu'il faut faire. Mais pour certains, le matériel reste quand même tabou. Et rentrer dans ces détails-là de qui fait quoi, avec la feuille et le stylo, noir sur blanc, c'est rentrer dans des considérations qui ne sont pas à la hauteur du couple, en fait. Mais on le fait de manière inconsciente. C'est que la vie à deux, cela suppose une certaine gestion, cela suppose des budgets, cela suppose des projets de vie. Cela ne peut pas se décider seul. C'est là où justement il va y avoir frustration. Lorsqu'un budget se décide à deux, lorsqu'on décide justement de serrer la ceinture, ça se décide à deux. On peut se retrouver avec des couples, et on remarque, qui sont pas si complémentaires que ça. On peut se retrouver avec un mari économe et avec une femme qui justement est dépensière. Il y en a un qui est économe, il y en a l'autre qui est beaucoup plus dans un esprit cigale. Et là, ça va créer des frustrations parce que monsieur, justement, se serre la ceinture sans expliquer à madame pourquoi. Justement, quand on est dans cette conception de budgétisation, justement, là, on fait des restrictions, ou bien on ne va pas faire ceci, cela, pour pouvoir nous payer des vacances, pour pouvoir nous payer une maison, pour pouvoir être dans la transparence et dans la cohérence par rapport à l'argent. Ne pas faire de l'argent un tiers séparateur, mais beaucoup plus faire de l'argent une relation qui est dématérialisée. C'est quelque chose qu'on gagne, c'est quelque chose qui va et qui vient, et qui n'est pas censé fragiliser le couple. Mais justement, pourquoi c'est aussi compliqué de prendre le sujet de cet angle-là, Fatem Zahra? Justement, on revient à l'histoire d'éducation, oui, mais peut-être pas que. C'est tellement ancré dans la société que l'argent, c'est le reflet du matériel uniquement, que prendre les choses aussi simplement, on n'arrive pas à le faire. Non, c'est compliqué, c'est difficile, comme vous le dites. Comme j'ai dit, c'est par ignorance, des fois. On ne sait pas qu'on doit le faire.
Par amour pour l'autre aussi. Des fois, par orgueil. Non, L'orgueil aussi entre beaucoup en jeu dans cette absolument, histoire de l'argent. j'oserais jamais demander à mon mari quoi que ce soit. Et automatiquement par gêne. Mais justement, cette histoire de je n'oserais jamais demander à mon mari quoi que ce soit, mon mari est supposé comprendre mes besoins. C'est ça. Mais justement, si par exemple une femme ne travaille pas, question bête, une femme ne travaille pas, elle n'a aucune rentrée d'argent. Et cet homme-là ne donne rien à sa femme. Est-ce que logiquement, il ne dit pas comment ma femme peut subvenir à ses besoins, comment elle peut aller, ne serait-ce qu'avoir 20 dirhams pour aller se faire un hammam, avoir 50 dirhams pour se faire un brushing, le béaba d'une femme, une crème, je ne sais pas moi, un rouge, n'importe quoi. Il ne se pose pas la question. Qu'est-ce que vous retrouvez en consultation? Non, mais dans sa tête à elle, c'est-à-dire l'épouse, il est censé comprendre tout ça. Donc, elle n'est pas obligée d'aller lui demander. Oui. Mais lui, il ne comprend pas ou il ferme les yeux? Les deux. Soit il ne comprend pas, en se mettant dans la tête que peut-être qu'il y a les parents qui aident, il y a, je ne sais pas moi, il y a un revenu de quelque part. Soit il ferme les yeux, ça l'arrange. Ça l'arrange. Camélia, moi j'aimerais rebondir dessus parce qu'effectivement on retrouve ces cas-là. Il faut pas oui, dire absolument. qu'on n'est que dans des couples où le mari va subvenir aux besoins. Maintenant effectivement il ne faut pas oublier que cette notion que la femme soit autonome et qu'elle ait de l'argent, c'est quelque chose d'extrêmement récent. Tout à fait. Il ne faut pas oublier que même ici au Maroc, la femme n'a eu droit d'ouvrir son compte bancaire sans l'accord de son mari que dans les années 70. Donc c'est quelque chose d'extrêmement récent. Donc avoir de l'argent, c'est avoir du pouvoir également. Et donc le fait de demander à son argent, c'est rester sous la coupe et la tutelle de son mari. Donc quand on a aujourd'hui, comme le fait d'ouvrir son compte bancaire date d'il y a 40 ans ou un peu moins, on est avec des hommes qui ont grandi dans un certain modèle parental où c'est le père qui donnait, où c'est le père qui pourvoyait aux besoins de la maison et par conséquent, la mère ne demandait pas grand-chose. Donc se retrouver avec une femme justement qui va commencer à demander, il reprend justement son modèle à lui parental pour dire ouais, celle-là elle est profiteuse, ou là elle est vénale, ou là elle ne voit mais il que... ne reprend pas son modèle parental quand il demande à sa femme de partager les frais. C'est-à-dire que les femmes, ce qu'elles reprochent aux hommes aujourd'hui par rapport à cette histoire d'argent, c'est que soit ils respectent le modèle parental quand ça les arrange, je parle avec des mots simples. Oui, vous allez me reprendre en tant que spécialiste. Ça l'arrange, donc il reprend le modèle parental, mais quand ça ne l'arrange pas et qu'il a besoin justement quand il sait que sa femme travaille, pas tous bien sûr, mais certains, ceux qui posent problème, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, on ne parle pas de tous les couples. Mais par contre, quand sa femme travaille, qu'elle apporte de l'argent, à ce moment-là, pour certains, c'est pas un problème de dire, écoute, tu dois poser tant et tant parce qu'on a fait nos comptes et notre budget, c'est ça. Oui. Mais justement, Yasmine, c'est cette relation complètement ambiguë qui, d'un côté psychologique, d'un côté culturel, d'un côté fait chouma, il ne faut pas dire, d'un côté sbar. Il y a beaucoup de choses qui font que, face à l'argent, on ne sait pas véritablement comment réagir. Maintenant, encore une fois, ce qu'on demande d'adopter, c'est avoir une certaine clarté, mais aussi une transparence. Non seulement celui qui économise, mais aussi celui qui dépense. Ne pas mentir et dire « là, j'ai pas dépensé, là, je mets de côté, etc. » Non, être véritablement dans la transparence par rapport à l'argent et surtout pouvoir en parler de manière claire. Moins vous allez en parler, parce que justement, c'est ce qui se passe. Moins on en parle, plus ça crée des frustrations, plus lors du conflit, les paroles sont blessantes. Oui. Parce que justement, quand on parle à l'argent, on touche quelque chose d'extrêmement inconscient. Quelque chose qui touche au pouvoir, quelque chose qui touche à la culture, etc. Une question. Oui. Justement, décryptez-nous en tant que psychologue ce que veut dire un homme qui ne dit pas tout à sa femme. Certaines femmes disent, je veux juste comprendre, je vis avec lui, je partage le même toit que lui, je dors avec lui, on a des enfants ensemble, et il ne me dit pas tout sur son compte bancaire. Ouais. Comment le psychologue le lit, ça? Après, Pouvoir, toujours. oui, en relation avec le pouvoir, mais pas seulement. Mais pas seulement, après, Fatem Zahra répondra par rapport au pouvoir. Pas seulement. Je pense quand même qu'on peut avoir un compte commun pour justement les dépenses, surtout lorsqu'on travaille à deux. Mais garder chacun son compte, c'est une vision qui est assez moderne. Garder chacun son compte, ça permet aussi de garder son unité psychique. On est peut-être les intels, mais je reste non moins Madame Camélia Zakaria, par exemple. Mais on peut être les intels, d'accord? Donc, avoir des femmes qui vous disent « il ne me dit pas tout », est-ce que le but c'est de dire tout? Non. Par contre, le but c'est de partager sur ses projets de vie, être dans la transparence. Voilà pourquoi on économise. Voilà à quoi on veut arriver. Maintenant, encore une fois, c'est pas de jouer la fourmi tout au long des saisons. Mais bon, par exemple, là, ce que vous êtes en train de dire, on va dire, ça va calmer la frustration de ces femmes. Oui. Mais par contre, elles ne comprennent pas pourquoi il ne dit pas tout. Comme quoi? Je sais pas. Il ne dit pas, par exemple.
il gagne tant. Oui. Ça, c'est déclaré. Mais il a d'autres rentrées d'argent. Ces autres rentrées d'argent, il ne les déclare pas à sa femme. Pourquoi? Mais il faut se poser la question par rapport au couple, justement. À la relation de couple. Oui. Mais moi, je voulais juste rajouter par rapport au pouvoir, c'est ça? En mari pourvoyeur, c'est-à-dire en mari qui ramène de l'argent, chef de famille, qui subvient aux besoins de la famille, se dit, j'ai ce pouvoir qui m'octroie aussi la permission d'acquérir cette puissance au sein de la famille, c'est-à-dire les 3 P, comme on les appelle en développement personnel. Je ne suis pas censée tout dire. J'ai mon argent, c'est moi qui ramène l'argent, je dépense autant que je veux, je mets de côté, donc elle n'a pas son mot à dire. Ça par rapport à la femme qui dépend justement financièrement du mari. Son mari. Donc voilà, il y a ce processus dans sa tête, elle n'a pas son mot à dire, je ne suis pas obligée de tout dire. Elle le remarque. Elle le remarque, Oui. voilà. C'est pour ça qu'elle dit, mais je veux juste comprendre pourquoi il ne me dit pas tout. En fait, Oui, c'est ça. Parce qu'elle se sent lésée quelque part. Pourquoi je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe, de ses rentrées, de comment il dépense son argent? Ben justement, c'est à cause de ces 3 P. Mais c'est un problème de couple, ça. Problème de communication, problème de confiance, problème... C'est un problème dans le couple, je veux dire. Et je dirais pas que c'est un problème, c'est relatif à l'éducation toujours. C'est-à-dire au schéma parental. C'est un homme qui a vécu dans une famille où le papa était pourvoyeur aussi, où la maman était au foyer. Donc pour lui c'est automatique, c'est comme ça que ça devrait se passer. Et est-ce que par exemple essayer d'en parler avec lui, c'est forcément signe que ça va aller mal, que ça va clasher? C'est automatiquement des disputes? Surtout si je suis dans ce genre de préoccupation, en me disant effectivement si j'aborde le sujet, ça va aller au clash. Effectivement, on arrive au clash. Maintenant, juste pour revenir à ce que disait Fatem Zahra, par rapport au problème d'argent, personne n'a véritablement raison ou tort. Personne. On vient tous avec un certain vécu, un certain modèle, des expériences de vie, et on essaie de faire au mieux lorsqu'on est au couple. Peut-être de manière maladroite, mais quand même au mieux. Maintenant, on se retrouve dans des configurations où le couple est radicalement opposé. Il ne faut pas oublier que les extrêmes ne sont jamais bons. Maintenant, c'est dans leurs différences qu'ils se sont énormément plu. Et c'est là où on retrouve, quand on aime, on ne compte pas. Donc, dans leurs différences, ils se plaisent. Le but étant de juste trouver un équilibre, et pouvoir se rapprocher l'un de l'autre et trouver un compromis. Maintenant, quand quelqu'un, justement, cache, peut-être qu'il a... Déjà, il faudrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'il cache? Est-ce qu'il n'y a pas assez de transparence? Est-ce que la communication n'est pas là? Est-ce que je suis une femme qui est extrêmement intrusive, extrêmement indiscrète? Est-ce que je suis quelqu'un qui parle énormément et que par conséquent, lui, il n'apprécie pas ça? Parce qu'une femme qui ne travaille pas, je pense, une femme qui ne travaille pas et qui est dans cette configuration-là de fonctionnement du couple, se sent en quelque sorte... mise à l'écart de la décision de la famille, des décisions matérielles de la famille, parce qu'elle ne détient pas toute l'information. Oui, et l'information et le pouvoir aussi. Et le pouvoir, bien sûr. L'information et le pouvoir, oui, effectivement. Donc, elle peut se retrouver justement rejetée, mais en même temps, quand on écoute le mari, on peut se retrouver avec d'autres explications. Vous savez, toutes les histoires en 2, voire 3, voire plusieurs versions. Maintenant, encore une fois, s'il y avait assez de communication, s'il y avait assez de transparence, je pense que le fait de pouvoir parler de manière claire des dépenses, c'est pas quelque chose qui devrait nous faire peur. Au contraire, c'est quelque chose. Et aussi, on a parlé beaucoup de disputes à cause de l'argent. Faut pas oublier qu'il y a certains hommes, à un moment de leur vie, peut-être s'il a été pourvoyeur, peut-être qu'à un moment de la vie, on peut se retrouver avec un coup dur, etc., et se retrouver sans rien. Donc, tout va dépendre, encore une fois, du monologue intérieur de la femme, quelle est sa conception, elle aussi, de l'homme. Si pour elle, l'homme est égal à l'argent, ben, effectivement, son mari va se voir dévalorisé. Absolument. Donc, un mari qui va être amené à cacher certaines choses à sa femme, peut-être pour la protéger, je ne sais pas, ou peut-être pour protéger également son intimité. Mais, encore une fois, la relation à l'argent, il ne faut pas l'oublier qu'elle est extrêmement inconsciente, extrêmement individuelle, mais plus on en parle, plus on fait un chemin vers l'autre. Mais alors, pourquoi l'argent est tellement problématique? Pourquoi il y a tellement de visites chez les spécialistes des couples à cause des problèmes de l'argent et tellement de divorces à cause des problèmes de l'argent? C'est vrai qu'on ne détient pas de chiffres précis, de statistiques précises, mais c'est ce que vous, les spécialistes, vous nous rapportez souvent à nous, les médias. Fatem Zahra, justement, pourquoi c'est tellement problématique? Alors, d'après ma pratique, ces discordes au sein du couple concernant l'argent sont rattachés à leur désaccord quant à cette notion d'important et d'urgent.
est essentiel dans la vie. C'est-à-dire que chez l'homme et chez la femme, l'argent n'est pas perçu, n'est pas dépensé, n'est pas épargné de la même manière. Donc, par exemple, je vous donne un exemple, un mari qui pour se faire plaisir, se permet de s'acheter une voiture qu'il trouve important et urgent de le faire. L'épouse ne va pas voir la chose de la même manière. C'est-à-dire, elle va se dire, l'argent dépensé dans la voiture, j'aurais souhaité que ça aille dans l'achat, par exemple, d'une maison qui est plus urgent et plus important. Donc, c'est cette notion d'important, d'urgent, de non important et de non urgent qui fait que les couples s'entendent mal. En tout cas, nous, on va marquer une petite pause et on va revenir avec plus de détails sur cette thématique, couple et argent, pourquoi c'est un sujet épineux. On continue la discussion avec vous dans un petit moment, Fatem Zahra Al-Fethi et Camélia Zakaria, sans oublier ce gros sujet sur la calvitie. Quelles sont les différentes techniques utilisées actuellement par le docteur Ali Bouchama? Restez avec nous sur Médiane TV, à tout de suite. Couple et argent, eh bien on continue la discussion avec les spécialistes. N'oubliez pas aussi les traitements de la calvitie en fin d'émission avec le docteur Ali Bouchama. Donc, mesdames, Fatem Zahra Al-Fethi, coach certifié en accompagnement des couples et des familles, Camélia Zakaria, psychologue clinicienne, spécialiste des familles, des couples, et vous êtes également sexologue. On va continuer cette discussion sur le couple et l'argent, probablement l'un des sujets les plus épineux dans la vie à deux. Alors justement, c'est quoi le danger en fait des problèmes de l'argent? C'est-à-dire quand on n'en parle pas, quand ça s'accumule, quand on gère mal, c'est quoi le risque pour le couple, pour la vie à deux? Le risque, justement, c'est d'être de parfaits étrangers, d'arriver justement à cette rupture, non seulement en termes de communication, mais aussi à un surplein de frustration qui amène aussi à cette rupture émotionnelle. Donc, où l'autre devient complètement étranger parce que je ne me retrouve pas en confiance ni dans la transparence par rapport à l'argent. Il ne faut pas oublier, et je le dis, je pense, en début d'émission, l'argent peut être un tiers séparateur. Maintenant, lorsque je suis dans une clarté, et dans une cohérence avec l'autre, par rapport à nos dépenses, par rapport à notre vision. Parce que justement, avoir un projet de vie, c'est avoir une vision, c'est être dans la clarté, au lieu de vivre au pifomètre et vivre le jour le jour. Alors quand quelqu'un dans le couple, très souvent, il y en a un qui gère l'argent plus que l'autre, c'est normal. On peut être dans une relation égalitaire, mais très souvent, il y en a un qui gère plus que l'autre. Quand la personne qui gère se montre économe, et le fait qu'elle en parle à l'autre, permet justement à l'autre de se dire très bien, donc il est économe parce qu'on a tel projet, c'est pas parce qu'il est égoïste, c'est pas parce qu'il ne m'aime pas, c'est pas parce qu'il cache des choses, c'est parce qu'on a un projet. Et inversement, même celui qui est en train de dépenser peut être vu, n'est plus vu comme quelqu'un qui est délapide. Donc on peut se retrouver dans une relation par rapport à l'argent où on veut, ou qui est assez problématique. Mais encore une fois, quand on met la communication et le respect en tant qu'allié, je pense qu'on peut aller au-delà de ces problèmes d'argent et pouvoir trouver des solutions. Ok, alors dans un petit moment, on va parler des couples qui démarrent, comment justement mettre ce sas dès le départ, mais on va parler aussi à ceux qui sont peut-être dans la problématique, depuis un moment, qui vivent cette problématique de l'argent, qui sont en couple marié depuis un bon bout de temps, et puis qui n'ont véritablement jamais abordé la question. Comment, du jour au lendemain, après avoir regardé On se dit tout, cet épisode, comment on peut enclencher la discussion sur l'argent? Fatem Zahra, est-ce que par exemple, on va dire que l'homme regarde, est-ce qu'il doit en parler à sa femme en lui disant écoute, voilà, j'ai regardé une émission, ça m'a ouvert les yeux sur tel et tel point, et écoute, moi, de mon point de vue, de mon éducation, voilà comment je vis la situation. Est-ce qu'il faut aller aussi loin, verbaliser, exprimer ses émotions, son ressenti, voilà comment je le vis, parce que moi, j'ai grandi comme ça, ce sont mes valeurs, c'est mon éducation. Je sais que pour toi, c'est différent, mais il faudrait qu'on trouve un terrain d'entente, ou bien c'est trop fleur bleue ce que je dis, Fatem Zahra? Oui, tout à fait. S'il prend conscience que justement il y a un dysfonctionnement au sein du couple relatif à l'argent, quand il prend conscience et qu'il veut introduire du changement dans son couple, il n'a qu'à en parler ouvertement à sa femme, c'est-à-dire tirer les choses au clair. Mais avec beaucoup de bienveillance. C'est-à-dire, c'est pas venir avec des reproches et des revendications. C'est véritablement la prise en charge, la prise de conscience dans sa bienveillance la plus totale. Absolument, et justifier son comportement quant à l'argent, c'est-à-dire un comportement négatif à l'égard de l'épouse, le justifier comme quoi c'est dû à une certaine éducation qu'il a reçue
et qu'il va pouvoir rattraper la donne. Pas forcément lui. Par exemple, cette prise de conscience, on est différent face à l'argent, on le sait, on vit à deux, on le sait, on sait comment chacun de nous fonctionne. Et justement, dire à l'autre, bon, il y a une émission que j'ai regardée, tu sais, même si tu veux la re-regarder, tu peux la retrouver sur mediantv.com. Je fais de la promotion au passage. Et donc, l'idée, c'est de prendre conscience qu'on est différent et qu'on peut trouver notre chemin. Même après 10 ans, 20 ans, 30 ans de vie commune. C'est ça, Camélia. Évidemment, et vous avez parlé de bienveillance. Lorsqu'on est dans un couple, on espère s'inscrire dans une pérennité, on va dire, quand on est marié, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare, très souvent. Donc parler de l'argent aujourd'hui, même après 5 ans de vie commune, ou 20 ans, ou je ne sais quoi, la parole est toujours salvatrice. Donc la parole peut toujours faire du bien, lorsque je suis justement dans une certaine bienveillance par rapport au couple. Et dire, voilà, il y a des choses que je fais, que je suis en train de reproduire par rapport à mes parents, Oui. mais j'ai toujours le choix justement de pouvoir faire différemment quand je suis en couple. Donc il y a des choses qui sont peut-être non dites, il y a des choses dans le couple qui ne fonctionnent pas, peut-être qui mériteraient justement qu'on revoie différemment notre manière d'agir. Alors, ce que vous avez dit est très important. Vous dites, j'ai toujours le choix de faire différemment. Ce choix, est-ce que parfois on peut ne pas vouloir faire différemment? Mais effectivement, évidemment, et c'est là où le choix souvent est Consciemment. et inconscient aussi. Ouais. C'est que je suis exposée à un modèle parental. Quand je suis adulte, j'ai le choix de reproduire le modèle parental ou de faire complètement différemment. Mais encore une fois, ce modèle parental reste ma référence. Quand je vois que ce modèle parental, que j'estime et que j'évalue moi adulte, qu'il a été complètement défaillant, je peux prendre le choix de faire complètement différemment dans ma vie d'adulte avec mon conjoint ou ma conjointe. Donc moi aujourd'hui en tant qu'adulte qui a 5 ans ou 10 ans ou 20 ans de mariage avec quelqu'un et je n'ai jamais abordé l'argent, c'est assez problématique quand même, parce qu'il y a certainement des frustrations. Il ne faut pas oublier que les femmes qui ne parlent pas des problèmes d'argent avec leur mari, très souvent elles sont complètement aigries, elles sont frustrées, on voit bien qu'elles ont d'autres symptômes qui vont apparaître parce que justement la parole n'est pas déployée dans le couple. Ça c'est surtout pour la femme qui ne travaille pas? Très souvent, Très souvent. effectivement. Pour la femme qui travaille, par exemple, pendant longtemps, un homme qui dépense, c'est un homme viril. Oui. C'est un signe de virilité. Un homme qui n'accepte pas d'argent de sa femme, même si elle travaille. C'est un homme viril. Est-ce que ces femmes qui travaillent, qui apportent de l'argent, est-ce que c'est problématique pour cette image de la virilité de l'homme, ou d'autres l'assument parfaitement et il y a un changement de perception, de conception de l'homme? Maintenant, effectivement, ça reste quand même... Et vice-versa, parce que même pour la femme, l'homme qui paye pour elle, c'est un homme. C'est un homme. Mais justement, ça va dépendre des monologues intérieurs, de la conception que j'ai moi de l'homme et qu'il a lui de la femme. Est-ce que lui, pour lui, effectivement, la partenaire, l'épouse doit être et la partenaire financière ou bien pourvoyeuse également, ou bien juste rester à la maison, et pour elle, inversement, est-ce que l'homme, c'est celui qui ramène l'argent à la maison, l'équilibre? Absolument. Donc aujourd'hui, la relation qui va naître, même après 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, donc elle est amenée, notre relation à l'argent est amenée à renaître et se réinventer au quotidien. Pourquoi? Fatem Zahra en a parlé au début. Je pense que les pressions sociales et les besoins d'appartenance font qu'on est amené à faire une rupture avec ce que nos parents ont vécu, parce que les écoles coûtent cher, parce que la vie coûte de plus en plus cher, parce qu'on a envie d'acquérir une maison secondaire, etc. Donc au lieu d'aller vers l'endettement, beaucoup de couples estiment qu'il faut budgétiser et avoir une vision commune de là où on veut arriver. Alors, ce qui est bon, l'idéal pour cette émission, c'est de préparer aussi ces jeunes couples qui démarrent dans la vie. Fatem Zahra, ça vous le faites beaucoup. Oui. Vous intervenez énormément auprès des jeunes couples. Comment on peut les accompagner, nous, aujourd'hui? Accompagner, c'est-à-dire comment pousser l'un des deux conjoints à entamer le sujet? L'un ou les deux ensemble? Comment on peut les sensibiliser à cela et comment ça doit se faire? Il faut en parler, comme j'ai dit, il faut communiquer autour de ce volet argent. C'est pas chômage, je le redis. Il faut savoir où je mets les pieds, à quoi m'en tenir, c'est important. Est-ce que ça va m'arranger ou pas? Est-ce que le fait de contribuer, est-ce que ma part va aider? Mais alors justement, ces jeunes couples qui démarrent dans la vie, à qui on dit qu'il est important qu'ils se préparent, concrètement, ils ne savent pas ce que, entre guillemets, coûte la vie à deux.
Est-ce qu'ils ont tous les outils en main pour pouvoir le faire? Tout à fait. Et c'est encore moins romantique, il faut le Oui, dire. absolument. C'est-à-dire qu'au début d'une relation, on se dit qu'on va pouvoir vivre d'eau fraîche, etc. Et d'amour. Et d'amour. On l'espère pour eux, mais à un certain moment, effectivement, quand on veut s'unir, on met conjointement certaines ressources, ne serait-ce que des ressources affectives et aussi cognitives, dans le sens où on va se dire, bah, écoute, comment est-ce qu'on va gérer notre argent? On le sait, ils vont soit acquérir une maison, soit louer, et il y a des dépenses qui sont assez claires, c'est des charges fixes, ne serait-ce que s'accorder sur ça. Ensuite, si ce couple-là décide justement d'économiser de l'argent, de mettre de côté pour acheter un bien, etc., ou une voiture, ou on ne sait quoi, le but non plus, c'est pas de se serrer la ceinture de manière brutale, mais le début sur des projets qui ne vont aboutir qu'à moyen terme, à savoir dans 5 ans ou 10 ans. Mais juste une nuance, ce qui est peut-être important dans tout ça, c'est de sortir du modèle parental. Tout à fait. Et créer son propre modèle. Tout à fait. Parce que justement, quand ils vont commencer à en parler, dire comment on va gérer notre argent, chacun va aller de son référentiel. Exactement. Bon, moi je pense que la femme pourrait dire oui, bon, moi je pense que la maison c'est à toi de la gérer. Ou de l'acheter. Ou de l'acheter, voilà, ou à toi de gérer les dépenses de la maison parce qu'elle a grandi comme ça et ça fait pas d'elle quelqu'un de... Ça fait pas forcément d'elle une profiteuse. Et l'homme pourrait dire, bah écoute, non, moi je suis pas d'accord, on devrait s'entraider. Et ça fait pas de lui quelqu'un de profiteur non plus, mais parce qu'il a vu ses parents faire. L'idée c'est quoi? C'est d'arriver à sortir du modèle parental, de la structuration parentale, et d'arriver à trouver un terrain d'entente. Tout à fait, arriver au compromis, vous l'avez très bien dit. C'est-à-dire que nous, on vient et on aborde la discussion avec un certain référentiel, mais pas seulement. Aussi avec un certain garde-fou par rapport à notre peur de l'argent, notre relation à l'argent qui peut être aussi problématique. Donc le fait de pouvoir en parler à quelqu'un qui, en l'occurrence, va partager notre vie, c'est permettre d'avoir une certaine projection et d'anticiper des problèmes à venir. Donc effectivement, si on veut à deux acquérir un projet, je pense que le maître mot, c'est d'en parler, ne pas rester locataire pendant je ne sais pas combien de mois parce que monsieur considère que la maison doit être achetée à deux. En parler, c'est le maître mot. La communication, on ne cessera de le dire. Très souvent, on pense que l'autre va comprendre ce que j'ai en tête, mais il ne faut pas oublier que l'autre est différent. Il y a même, je vais le dire en arabe, il y a un proverbe qui se dit donc pour qu'il puisse la comprendre. Et même entre frères et sœurs, ils se disputent. Donc encore plus, quand je rencontre quelqu'un à l'âge adulte, donc on vient avec un niveau d'exigence qui parfois est élevé, et même aussi en plus du niveau d'exigence que va imposer la ville où on vit, la société où on vit, la culture de manière générale. Donc pouvoir en parler, c'est véritablement pouvoir anticiper certains problèmes. Et pourquoi on dit toujours que les problèmes d'argent fragilisent le couple. Tout à fait. Pourquoi ne pas se dire que lorsqu'il y a des problèmes d'argent aussi, ça peut unifier le couple? Pour cela, il faut en parler. Fatem Zahra, le mot de la fin, justement. Non, avant. On va vers le mot de la fin, il nous reste 30 secondes. Je voulais juste dire qu'un mari, justement, trouverait légitime d'en parler avec une conjointe qui a des ressources financières, qui est indépendante, disons, qui va pouvoir l'aider, mais trouvera illégitime d'en parler avec une épouse qui ne travaille pas, qui est au foyer. Donc pourquoi justement? Justement, c'est encore en relation avec ce pouvoir qui s'octroie. C'est moi qui ramène l'argent, c'est moi qui vais dépenser l'argent. Donc mais l'idée aujourd'hui, c'est de changer d'avis. Ben c'est ça, mais justement, changer cette vision des choses pour pouvoir avancer. Absolument, et parce que justement, c'est assez réducteur du rôle de la femme, cette perception-là. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir accepté de discuter de ce sujet qui reste épineux, problématique, mais on espère véritablement insuffler une petite prise de conscience aujourd'hui à travers cette discussion avec vous. Je rappelle, Fatem Zahra El-Fethi, vous êtes coach certifié en accompagnement des couples et des familles, et Camélia Zakaria, vous êtes psychologue clinicienne, sexologue, vous êtes spécialisée dans l'accompagnement des familles et des couples. Merci beaucoup. Moi, je reste avec vous. Les cheveux, on s'en occupe dans un petit moment. À tout de suite. Allez, on enchaîne cette fois-ci avec un autre sujet. On va parler de calvitie. Quelles sont les nouvelles techniques? On en parle avec le docteur Bouchama Ali. Vous êtes chirurgien esthétique et plasticien. Bonjour docteur. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Alors, on va essayer d'abord de définir la différence entre calvitie, la calvitie chez l'homme et la calvitie chez la femme. Les demandes, on va dire, sont les mêmes. Les deux veulent des cheveux, mais peut-être que le symptôme, on va dire l'expression de ce manque de cheveux est différent chez la femme ou chez l'homme. Tout à fait. Alors déjà, comme vous le dites, ça touche les deux sexes. Alors la calvitie, principalement, la principale cause, c'est la calvitie, donc l'alopécie androgénétique. Ça touche 50% des femmes,
de 50% des hommes et 30% des femmes. D'accord. Donc c'est dû à un déséquilibre hormonal qui lui-même est déterminé génétiquement. Maintenant, on a toutes les autres causes de calvitie, comme la pelade, c'est une maladie auto-immune, c'est les propres cellules qui attaquent les cheveux, ou tout simplement les calvities qui sont liées à des déficits en fer, en vitamines, des gens qui ne se nourrissent pas bien. Okay. Donc ça peut se ressentir sur la chute de cheveux. Alors l'exemple particulier des femmes, c'est la calvitie, la chute de cheveux qui s'accentue après les grossesses. Donc c'est à chaque fois une prise en charge différente, bien entendu. Donc en fait, la prise en charge, justement, elle dépend de quoi? Elle dépend d'un interrogatoire, d'un examen clinique. Comment vous savez quelle est la cause? Tout à fait. Alors premièrement, l'interrogatoire pour voir depuis quand ça évolue. Est-ce que c'est un épisode particulier, un contexte évocateur, ou alors c'est quelque chose qui s'est installé progressivement, qui existe dans la famille, chez les frères, comme ça peut exister aussi du côté de la maman. Donc les gens peuvent être surpris de voir que du côté du papa, tout va bien, tout le monde a gardé ses cheveux, alors que du côté de la maman, on a des chutes de cheveux. Donc, encore une fois, l'alopécie androgénétique, la cause la plus fréquente, touche 30% des femmes à 50 ans. Donc c'est assez fréquent. Assez fréquent, absolument. Surtout que chez la femme, c'est extrêmement traumatisant. Psychologiquement, on a du mal à... Entre la ménopause et l'alopécie, c'est quelque chose qui est dur à supporter. Il faut comprendre que des jeunes femmes aussi peuvent être touchées par cette calvitie. Du coup, c'est un motif assez fréquent. On ne veut pas attendre de perdre tous ses cheveux pour commencer à agir. Donc aujourd'hui, il existe des traitements efficaces pour remédier à tout ça. Ok, mais justement, comment on fait la différence entre une chute de cheveux et une calvitie? Quand est-ce que vous, les spécialistes, vous qualifiez ça de calvitie? Alors la calvitie, carrément le nombre de cheveux diminue et la repousse ne se fait pas de façon suffisante. Il faut comprendre que par jour, tout le monde perd 70 à 100 cheveux. Sauf que chez certaines personnes, soit à cause d'un déséquilibre hormonal, soit un contexte particulier, cette repousse ne se fait pas. Elle est insuffisante. Donc l'écart commence à se creuser. On en perd plus qu'on ait de repousse. Du coup, la calvitie commence à s'installer. Alors, à se voir. À se voir. Dans le cadre de l'alopécie androgénétique, c'est les golfs, ce qu'on appelle les golfs, c'est les entrées temporales. Donc elles commencent à prendre, à être marquées, à se creuser. Il y a le vertex, c'est la partie arrière, c'est le petit trou qui commence à apparaître tout en arrière et puis commence à grossir. Donc il y a une évolution, il y a 8 stades, on arrive à les classifier, c'est un repère aussi pour voir l'évolution après un traitement, donc c'est important de classifier. Chez la femme, c'est plutôt l'arrêt qui commence à être de plus en plus large, la partie supérieure, ce qu'on appelle la zone pariétale. Là, à ce niveau-là. Exactement, ça commence à être plus clairsemé. Et classiquement, cette alopécie ne touche jamais ce qu'on appelle la safe zone, c'est-à-dire la couronne. C'est là, derrière. C'est tout autour, d'accord. Ça, c'est dans le cadre de l'alopécie androgène. Alors, un cas Pardon, juste une petite question. Pour la pelade, pelade, il y a une repousse automatique du cheveu? Pas systématiquement. La pelade, c'est des personnes qui ont un problème auto-humain. C'est une maladie auto-immune. C'est les propres cellules du corps qui attaquent les cheveux. Donc, les caractéristiques de cette calvitie, elles sont différentes. En général, c'est des petites plaques qui peuvent toucher la safe zone. Carrément. D'accord, vous voyez déjà, c'est le type. En général, on a plusieurs petits trous. Plaques où on n'a pas de repousse. Après, quand on a des cas douteux, on peut bien entendu avoir un diagnostic de certitude en faisant une toute petite biopsie. On envoie ça à l'anapathe et au microscope, on a des caractéristiques qui vont nous prouver que c'est une pelade. Doute par rapport à quoi? Par rapport, par exemple, quand il y a des pelades atypiques, où on a des pertes, ça ne se présente pas sous forme de plaque, mais plus d'une chute, d'une perte de cheveux diffuse. La caractéristique du cheveu, c'est une caractéristique en point d'exclamation. Donc, quand on a un doute, il vaut mieux aller faire une petite biopsie. À ce moment-là, l'anapathe nous donne un diagnostic de certitude. Alors, il faut bien comprendre que chez ces personnes-là, la greffe est contre-indiquée. La greffe de cheveux? Greffe de cheveux. Il ne faut absolument pas faire de greffe de cheveux. C'est pour ça qu'il faut s'adresser à un spécialiste, quelqu'un qui a l'habitude. Sinon, on va créer plus de dégâts. Pourquoi? Parce qu'on risque de prendre des cheveux
de les mettre là où on les a perdus et de provoquer, à cause de cette agression, encore plus de poussées de pelades. Et donc, il y a une prise en charge pour les personnes qui ont des pelades sévères? Bien entendu, il y a des solutions, il y a des traitements. 30% des gens récupèrent spontanément au bout d'un an, donc ce n'est pas une règle générale. Maintenant, on a des méthodes de stimulation pour favoriser cette repousse. Il y a une série de traitements. On arrive quand même à avoir de bons résultats, à part où on a vraiment le cas extrême de la pelade universelle où malheureusement la personne perd tout. Mais cette perte, elle est rapide? Ça dépend d'évolution. Il n'y a pas de schéma classique. En général, pourquoi je pose la question, c'est par exemple, est-ce que la personne peut venir rapidement consulter et stopper le processus? Oui, bien sûr. Plus la prise en charge est précoce, meilleurs seront les résultats, bien entendu. On arrive à inverser le processus. En général, c'est des gens qui ont subi un stress, un choc émotionnel, donc ça se ressent, comme toutes les maladies auto-immunes, par des poussées. D'accord? On a des poussées, on a des plaques qui apparaissent, puis d'autres qui peuvent réapparaître, etc. Ou des fois, on a une seule poussée, et puis pendant 10 ans, 15 ans, on n'a absolument plus rien. Donc voilà, c'est très variable. Alors ça, c'est vraiment le cas particulier de la pelade. Par contre, pour toutes les autres situations, il y a différentes techniques aujourd'hui. On entend parler par exemple du PRP, les injections de PRP pour les cheveux. Alors pour le PRP, on va le redéfinir, peut-être que ça va. Absolument. C'est plasma riche en plaquettes. C'est tout simplement à partir du sang du propre patient, on isole les plaquettes. Les plaquettes, ce sont des cellules qui contiennent énormément de facteurs de croissance. Donc on fait un espèce de concentré de facteurs de croissance. Alors, ce PRP est réinjecté au niveau des zones touchées par la calvitie. Ces facteurs de croissance vont se propager. Pour toutes les formes de calvitie? Pratiquement toutes les formes. C'est devenu un traitement complémentaire exceptionnel pour, par exemple, les greffes. C'est comme des engrais qu'on rajoute. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir uniquement des injections de PRP pour stimuler les cheveux. Il faut une greffe plus PRP? Absolument pas. Pas uniquement PRP. On peut soit l'associer à d'autres traitements, soit l'utiliser de façon isolée. Et ça dépend, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas, absolument. Par exemple, un exemple, en fin de grossesse, après l'accouchement, etc., la femme, c'est connu, elle a une grosse chute de cheveux. Elle est pas, il y a une rarification des cheveux, mais on peut toujours rattraper. On n'a pas besoin de rajouter des cheveux. C'est juste, les cheveux sont trop secs, ils cassent, ils tombent, même la qualité est abîmée. Donc le PRP va non seulement nous permettre d'améliorer la qualité des cheveux, mais ralentir, freiner cette chute. Il y a d'autres traitements qui vont dans ce sens. C'est ce qu'on appelle la thérapie capillaire. Donc c'était un concept nouveau au Maroc. Je suis le premier à importer ce concept. Donc ça a commencé au Brésil, ça fait plus de 15 ans. C'est des méthodes de stimulation. Comment? En utilisant un courant électrique, en stimulant mécaniquement par des rouleaux à micro-aiguilles et en utilisant un casque laser, LED. Donc, la combinaison de ces méthodes de stimulation avec le PRP optimise les résultats. Donc, ça évite de passer par la case greffe? C'est du cas par cas? C'est du cas par cas. Ça dépend de la vitesse. On arrive à stabiliser. Les gens qui ont, par exemple, une alopécie androgénique, les gens qui ont, c'est génétique, ils vont perdre leurs cheveux, comme leur père, leur frère, etc. Au lieu d'avoir une alopécie qui soit marquée à la vingtaine ou à la trentaine, ça permet de ralentir le processus, permet de garder le capital le plus longtemps possible. On ne peut pas faire une greffe dès 20-30 ans? Si, il y a des cas où il faut, parce que c'est handicapant, la calvitie s'exprime très tôt. Il y a des patients qui ont 20 ans, 22 ans. Donc, c'est handicapant pour le jeune homme voir tout de suite perdre ses cheveux alors que papa les a perdus à 50 ans. Non, on a des fois, ils ont du mal à le vivre. Donc effectivement, il y a des traitements pour ça. Deux objectifs. Rajouter le nombre de cheveux, ça c'est la greffe. Et deuxièmement, garder le capital. Parce que si on ne fait rien pour ce capital, il continue à être épuisé, à tomber. Mais pardon, docteur, cette greffe, on sait aujourd'hui, en fait, on a l'impression que c'est surtout pour les hommes. C'est aussi pour les femmes? Ah oui, absolument, pour les femmes. Les femmes qui ont une calvitie sévère, déjà on voit le crâne, le cuir chevelu, il n'y a aucune autre solution à part la greffe.
et ça marche très bien pour les deux sexes, absolument. Chez les femmes, on a l'avantage d'avoir des cheveux longs, donc même les premiers jours où on a des petites croûtes, etc., ils sont camouflés, donc la femme peut reprendre socialement son activité sociale plus rapidement. Donc ça se fait aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Alors, si par exemple une personne opte pour des injections de PRP, est-ce que c'est indiqué pour tout le monde ou bien il y a des contre-indications? Alors, le grand avantage du PRP, comme c'est notre propre sang, on n'a pas les risques d'allergie, on n'a pas les risques d'effets indésirables. C'est notre propre sang qu'on réinjecte. C'est très utilisé pour la peau, on appelle le baby face. On régénère la peau. Donc, ça ne fait en gros que du bien. Est-ce que c'est toujours suffisant? Non. Est-ce que ça permet de résoudre pas mal de chutes de cheveux passagères, saisonnières? Oui, absolument. Donc la prise en charge doit être vraiment globale, multidisciplinaire. S'il y a une cause, par exemple un déséquilibre hormonal, il faut aller le chercher, le diagnostiquer, l'envoyer chez l'endocrino qui va rééquilibrer un problème de thyroïde, d'estrogène. Et traiter aussi le symptôme qui est la conséquence, qui est la chute de cheveux. Absolument. Eh bien, merci beaucoup, docteur Ali Bouchama. Vous êtes chirurgien esthétique au Centre brésilien de chirurgie esthétique à Rabat. C'est un plaisir de vous avoir. Merci pour toutes ces clarifications. Moi, je vous remercie et je remercie bien sûr l'équipe qui m'accompagne pour la réalisation, la production et la diffusion d'On se dit tout. Un grand merci à vous, les téléspectateurs, et au plaisir de vous retrouver très vite sur Média TV, sur Média Radio. À bientôt.